Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame la traversée de La Paz, en Basse-Californie, vers le continent mexicain, vers la ville de Mazatlan. Vous allez le voir, ça va être un 36 heures assez mouvementé. On quitte cette super belle plage aujourd'hui pour aller prendre ferry. On s'en va à Mazatlan, fait qu'on s'en va là, sur le continent mexicain. Fait qu'on quitte La Paz, on a notre bateau aujourd'hui, on est sur une liste d'attente en fait pour le bateau. Mais bon, ils nous ont dit qu'on avait des super bonnes chances quand même de pouvoir rentrer. Le bateau est supposé partir à 6 heures ce soir, mais ils nous ont recommandé d'être là vers 11 heures. Ben c'est ça, là, il y a comme tout un processus d'inspection du véhicule, faut qu'il mesure, faut qu'il pèse et tout ça. Puis on a plein de documents là, à présenter, il paraît que c'est quand même assez compliqué comme processus. Fait que hâte de voir ça. En arrivant au port, on apprend assez rapidement qu'on a notre place sur le bateau, donc on est bien content. On achète nos billets, mais à partir de là, rien est clair. On ne sait pas trop où est la zone d'attente parce qu'on nous avait dit d'arriver au port vers 11 heures et l'embarquement est normalement, puis ça dépend d'une personne à l'autre, on ne sait pas trop, mais aux alentours de 16 heures. Donc, on a quand même plusieurs heures à attendre. Donc, après le comptoir d'achat de billets, déjà, c'est pas clair où on doit aller. On tourne en rond dans le port. On finit par trouver un bâtiment qui est vraiment mal identifié où on peut attendre, qui est une genre de cafétéria. Puis, assez rapidement, il est 16 heures. On se dit, on va se diriger vers le port. On sait pas trop, là. C'est pas comme quand on prend l'avion puis que l'heure de l'embarquement est sonnée. On le sait pas. Donc, on se dit, on va aller prendre l'auto puis on va se rapprocher, voir qu'est-ce qui se passe. L'heure de l'embarquement sur notre bateau. Tu pensais que ça allait être le chaos, mais qu'il y a des humains. C'est le chaos, il n'y a aucun humain, il n'y a personne qui dit absolument rien. Qui allait nous dire où aller. Là, on pourrait rentrer sur le bateau, personne ne s'en rendrait compte, j'ai l'impression. Fait quoi, on arrive, puis on est pris un peu dans le chaos des camions qui sont chargés sur le bateau. Les voitures comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on regarde, il y a quelques personnes de stationner déjà, donc on se stationne aussi. Puis, on attend. Tout ce beau monde-là, ils attendent pour embarquer sur le bateau. Ah, il y a nous, tout petit. Oui, c'est ça, on prend, dans le fond, le bateau qui sert plus au transport commercial. Il y a deux compagnies, en fait, là, qui sont en opération. Une qui est plus pour le transport commercial, une qui est plus pour le transport de véhicules. Et nous, on prend le transport commercial parce que c'est moins cher et qu'on peut dormir dans notre véhicule parce que c'est 15 heures de traversée. Et c'est de nuit, hein, parce que le bateau part vers 7 heures le soir pour arriver à 9 heures de l'autre côté à Mazatlan. Et voilà, ça c'est notre charmant bateau qui nous attend. Fait que ouais, nous, on a choisi le transport, comme je l'explique, qui est un peu moins cher, donc moins luxueux. Baja Ferries, qui est l'autre compagnie qui est plus dispendieuse, offre des cabines où les gens peuvent dormir. Il y a un restaurant, il y a une salle d'attente super confortable et tout. Nous, c'est pas le cas. Mais on s'est dit, nous, on peut dormir dans notre campeur, donc pourquoi payer? Enfin, l'heure de l'embarquement a sonné. On peut entrer dans le bateau, on nous fait signe. On avait demandé d'être au pont supérieur parce qu'on avait lu de différents voyageurs qui était vraiment important. La position sur le bateau, là, c'était très important parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir de l'air frais et de pouvoir dormir. Malheureusement, oui, on nous met au pont supérieur, mais on nous met tout à fait à l'arrière du bateau puis entouré de camions. C'est mieux qu'ils nous mettent ici sur le bord en rentrant. Parce que nous, on est cachés en dedans, là-bas, en dessous. Le bateau, il s'en va vers là-bas. Fait que nous, on va avoir toutes les retours d'air des camions qui restent sur le diesel avec toutes les émanations des camions qui doivent retourner à l'intérieur de la voûte. Un camion bien rempli de mangue, notamment, de patates et d'oranges. Adieu, Baja! Bonne nouvelle du jour, il y a des douches. OK. J'ai des douches. C'est pas d'air, il y a la grosse ventilation juste des crottes autour. Là. C'est vraiment de l'air souillé poisse. C'est vraiment terrible. Fait que ouais, ça s'annonçait pas très bien pour notre traversée. On était vraiment à l'arrière du bateau, entouré de camions, d'odeur de diesel. Il faisait hyper chaud. Il y avait une grosse ventilation du navire qui roulait en continu. Le bruit était
infernale. Puis en fait, aussi, c'était très difficile de se rendre à notre auto, tout simplement parce que, ben, ne serait-ce que si on veut aller aux toilettes, aller prendre notre douche, aller au petit restaurant parce qu'il offre le souper et le déjeuner sur le bateau. Il y a une petite salle d'attente aussi climatisée, mais vraiment, c'est pas un endroit où on veut passer beaucoup de temps, là, parce que c'est très petit et beaucoup trop climatisé. Mais bref, c'était très difficile de naviguer pour se rendre jusqu'à notre véhicule. Autant c'est beau, autant c'est une expérience vraiment désagréable. Tout le monde se prépare à sortir du bateau. Ça n'a pas été évident comme nuit, comme prévu. On a quand même réussi à dormir. Mais le plus frais qu'il a fait dans le campeur, c'est 28, puis c'était autour de peut-être 5-6 heures ce matin. Mais le 3/4 de la nuit, il a fait entre 32 et 30 degrés. Fait que c'était chaud, c'était poisse. Puis c'est ça, là, le bruit, c'était l'enfer, même avec des bouchons. On l'entendait très bien, disons. Ouais, le lendemain, on était plutôt fatigués, mais bon, on n'avait pas énormément de route à faire. On avait planifié tout. On s'était pris un Airbnb d'avance à la ville de Tepic, qui est en fait à mi-chemin pour se rendre à notre premier objectif sur le continent mexicain, qui était la ville de Tequila. Faut dire que la ville de Mazatlan est dans l'état de Sinaloa, du même nom que le cartel. Donc, on le sait que Mazatlan, c'est quand même une ville correcte, là, assez sécuritaire. Il y a même des gens qui nous ont dit que c'était un peu le Las Vegas du Mexique. Mais on comptait pas nécessairement trop traîner dans cet état-là. Et disons que la route était plutôt tristounette. Au milieu de nulle part, entre deux autoroutes, deux villes du Mexique, la lumière au bout du tunnel. Tim Hortons. Je pensais pas que c'était possible qu'il y ait ça au Mexique. Un petit goût de chez nous. On vient de passer notre premier payage d'autoroute. On a fait environ 50 km. Ça a coûté 32$. Ouais, les routes au Mexique, c'est pas donné. On a toujours l'option entre une route non payante et une route payante. Les routes non payantes, ben souvent c'est une catastrophe. Là, c'est des routes avec des trous à une voie où il y a énormément de transport de marchandises. Donc, on se ramasse derrière une succession de vannes, puis on roule à 25 km/h pendant 1 heure. Là. Ça, c'est la route non payante. Puis la route payante, oui, elle est légèrement meilleure. Souvent, il y a double voie, mais c'est pas des routes tant mieux et tant de meilleure qualité, puis on paye très cher. En moyenne, c'était 15, 20, 25 $, des 37 $. Vraiment des prix exorbitants. Les Mexicains n'y vont pas de main morte avec le prix des routes. On s'est finalement rendu à Tepic. On est arrivé à notre Airbnb, puis une des premières choses qu'on voulait faire, ben, c'était une journée spéciale. C'était le premier débat présidentiel entre Biden et Trump. Donc, on s'est pris un petit moment pour écouter ce triste débat. Puis par la suite, on est parti explorer la ville. Puis ça l'a fait du bien parce que c'était comme notre première vraie incursion culturelle mexicaine. En fait, c'est qu'en Basse-Californie, oui, on est au Mexique, mais on le ressent peut-être un peu moins parfois, ne serait-ce que par la gastronomie, la musique qui est moins présente. Puis dès qu'on arrive sur le continent, là, c'est vraiment une autre vibe. Puis à Tepic, déjà, ben, on l'a vu, on est arrivé, il y avait des stands de bouffe partout. Il y a de la musique, c'est vivant. Ça faisait du bien de voir ça. En retournant tranquillement à pied vers notre hébergement, on a entendu de la musique puis des rires émanés d'un endroit. On regardait, il y avait des gens de Port Western. On s'est dit, il y a l'air d'avoir un bar, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On est arrivé sur un bar vraiment typique de locaux. C'était vraiment génial. Puis il y avait des mariachis qui étaient en train de faire un spectacle. Puis tu sais, des vrais de vrais mariachis, là. C'était vraiment le fun aussi parce qu'on voyait vraiment que c'était un bar authentique. Puis la bière était pas chère, là. Je pense à peu près 1,50 $ la bière. Ça faisait longtemps qu'on avait vu ça, là, même en Basse-Californie. Après une bonne nuit de sommeil, on a repris la route direction Tequila. Puis bien des kilomètres déjà avant Tequila, on arrive dans l'état de Jalisco et partout, il y a des champs d'agave et c'est magnifique, honnêtement. Je savais de quoi avait l'air l'agave et tout, mais vraiment l'agave bleue comme ça, avec des champs à perte de vue, ça donne vraiment un décor magnifique.
Comme hébergement à Tequila, on avait trouvé un endroit qui est en fait une distillerie. Et le propriétaire de la distillerie accueille les voyageurs sur son terrain. Il est sur High Overlander. Lui-même a mis une annonce pour accueillir des gens. Puis l'endroit est vraiment génial parce qu'on est juste un tout petit peu excentré de la ville. On est près des champs d'agave. On peut visiter sa distillerie. Il y a une piscine, une cuisine qu'on peut utiliser. C'était vraiment hyper confortable. T'aimes bien faire manger? Ah, nos amis les poules, celle qui va attaquer tantôt est là. Après une petite saucette très bien fétrice dans la piscine, on a pris une petite marche en allant vers la ville. On voulait se trouver un restaurant pour souper. Puis on est tombé sur un endroit qui faisait un mets quand même assez typique et qu'on ne connaissait pas du Mexique, qui est des aguachiles. En gros, c'est un genre de ceviche salade, plein de fruits de mer qui marinent dans une sauce avec plein de légumes. C'était délicieux. Après notre repas, on est allé faire une charmante visite dans la distillerie de José, notre hôte, puis la distillerie où on dormait. Vraiment, c'était super intéressant. On a appris plein de choses sur la tequila. Puis une particularité de la distillerie de José, c'est qu'il fait pas mal tout de manière organique, il n'utilise pas de produits chimiques. C'est des vaches, des chèvres, puis un cheval qui laboure dans le fond les champs d'agave, puis qui nettoie aussi des mauvaises herbes. Et son cheval est particulièrement adorable. Is the residual. We can produce hats, chapos, for example, oui, and okay. other artisan. Le lendemain, ben là, il était temps d'aller voir aussi un peu la ville de Tequila. Une journée normale à Tequila. C'est comme super animé, tous les marchés sont ouverts. Parce que quand on est arrivé vendredi soir, c'était comme assez mortuaire, c'était surprenant. Mais là, non, c'est très cool. Plein de beaux marchés, plein d'affaires à vendre, plein de bonnes bouffes. On va se régaler. Arrêt de distillerie, super le fun. Très bonne tequila blanco et repassado. Puis Hugues il a acheté sa casquette. C'est une groupie. Parce que mon ancienne était comme un peu flasque. Ouais. Je touche, il y a tellement de serveurs là-dedans que je touche, genre les mains restent collantes. On s'est arrêté pour dîner dans le marché municipal de Tequila. Fait que plein de petits restos dans un genre de place centrale vraiment cool. Il y a l'air d'avoir comme beaucoup de locaux, là. En tout cas, on est les seuls gringos de la place. Fait que on a hâte de voir ce que ça va goûter. Ça avait l'air très bien. La torta, ouais, un genre de sous-marin imbibé de jus. Ça a l'air bon, par exemple, au poulet. Les promis enchiladas verdes. Ça a l'air bon. Bon appétit. Bon provencho. C'est du Nutella, des fraises, puis une genre de crème. Ça s'appelle Marquesitas. Le verdict. C'est bon. Après Tequila, on n'en avait pas eu assez de la Tequila, donc on voulait aller voir une autre distillerie qui est un petit peu plus loin, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas juste à Tequila qui se produit la boisson. En fait, à peu près partout dans l'État de Jalisco, on peut voir des distilleries de Tequila. Donc, on est allé à la distillerie Las Tres Mujeres, donc les 3 femmes, qui est une autre distillerie très grosse, quand même assez commerciale, mais qui offre des tours guidés avec des explications et tout ça, puis qui ont aussi, en fait, une cave de tequila très impressionnante. Cœur des agaves qui servent à faire la fameuse tequila. C'est comme un genre de gros radis. Ouais. Ça, on nous a dit que quand c'était gros comme ça, c'était des agaves qui avaient 9 ans. Fait que quand ils ont 9 ans, ils les coupent. Et puis, ils les font chauffer dans un four comme ça pour après extraire le jus. Après une autre charmante dégustation, on a repris la route à travers les champs d'agaves
pour se trouver un endroit pour dormir pour la nuit. Cette fois-ci, bon, on s'est trouvé un endroit un petit peu plus comme ça sur le fly. C'était un spot près d'un lac. Camping avec les champs d'agave et beaucoup trop de déchets à côté. Mais bon, c'était très bien comme petit camping transitoire entre deux villes, près d'un lac. C'est vraiment calme. Hier, à partir de 10 h, il n'y avait plus personne. Quand on est arrivé, c'était le party, mais plus personne durant la nuit. Notre prochaine destination, c'était la petite ville de Bernal. Bernal, c'est probablement pas une destination dont vous avez déjà entendu parler. Elle est assez touristique à l'intérieur du Mexique, mais peut-être pas très connue à l'international. Puis c'est une ville qui est reconnue pour notamment sa gastronomie, mais surtout pour le pignon de Bernal. C'est en fait un monolithe de pierre qui est très visible dans la ville. Puis ça crée vraiment un charme parce que la construction de la ville s'est faite autour du monolithe. Avant de se rendre à Bernal, on avait quand même pas mal de routes à faire. Puis, je vous avais déjà averti, les routes au Mexique, c'est pas évident. Premièrement, Google nous amène toujours dans des chemins pour contourner des zones de trafic, des chemins qui sont totalement impraticables. Disons qu'on a sacré beaucoup contre Google quand on était au Mexique. On a rencontré des gens sur la route, on a pris une route secondaire pour éviter un accident, mais finalement, c'est vraiment pas une bonne idée. Les routes sont hyper boiteuses, puis on a rencontré quelqu'un qui était stock dans la boue, mais genre quand même assez solide. Puis là, on a sorti nos traction boards pour les aider, pour qu'ils soient capables de sortir. On va se croiser les doigts pour que ça marche. Bon. On a réussi à les déprendre, succès. Après avoir aidé les pauvres personnes embourbées dans la boue, ben là, on a repris la route et on est retourné sur la route principale où il y avait le dit trafic qu'on essayait d'éviter. Et qui dit trafic, dit comportement très étrange des Mexicains. Autant que les Mexicains sont très gentils dans la vie quand ils sont pas dans leur véhicule, ils sont toujours aidants, ils vont toujours en donner plus qu'on en demande, mais quand ils sont dans un véhicule, c'est des fous furieux. Je peux jouer agressif aussi, je suis capable. C'est rendu 4 voies. C'est un 2 voies qui est rendu 4 voies. Genre, c'est fascinant. C'est correct, regarde, au moins, le début, ça claque la marde. Pourquoi lui, il laisse passer tout le monde? Il m'a dépassé tantôt, mais je passe. Allez, chier. Je comprends pas le monde, comment ils sont calmes. Je comprends pas non plus. Parce que tout le monde ferait juste avancer, ferait leurs petites affaires, puis on finirait par passer. C'est fou pareil, là. On dépasse le monde qui nous dépasse juste parce que tout le monde est débile. Non, on fait n'importe quoi. Je pense pas à la droite? Ça sonnera, vas-y. Non, mais je... Donc, après plusieurs heures de route stressantes, on est enfin arrivé à Bernal affamé. Fait qu'on a décidé de faire un premier arrêt au restaurant pour goûter une spécialité de Bernal qui est les gorditas. Les gorditas, il y en a un peu partout au Mexique, mais c'est vraiment à Bernal qu'on a trouvé les meilleurs. Fait que Hugues, qu'est-ce qu'on essaye aujourd'hui? C'est bon, c'est comme un genre de pâte de fèves, maïs, plein de trucs. Je sais pas trop. C'est mauve avant qu'il me fasse clair. Là, ben, ils font une galette, ils la coupent en deux, puis ils font ça avec de la viande, puis du stuff que... Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Un truc en processus de... On est allé explorer la ville, puis vraiment, j'ai adoré cette ville-là parce qu'elle est facile, elle est petite, on prend possession facilement, on trouve nos aises rapidement dans cette ville-là. C'est facile de s'y promener. On a toujours aussi une vue sur le monolithe qui est magnifique. Les maisons aussi sont belles, c'est coloré. Il y a beaucoup de nourriture partout, des stands de bouffe partout. Fait que vraiment, c'était une ville qui était agréable. Puis, comme je disais, ben, pas trop touristique, il n'y avait pas trop de monde. Et on a une grosse crevette, puis beaucoup de maïs assaisonné. C'est plutôt bon. La spécialité de la ville de Bernal, des pains au fromage.
À Bernal, on s'est gâté aussi. On s'est aussi pris un Airbnb. On a essayé de se trouver un endroit, un spot de camping, mais c'était assez difficile. On est allé voir certains endroits, ça fitait pas vraiment. Il y avait zéro intimité, puis on était vraiment dans la ville. Fait qu'on s'est dit, on va se prendre un Airbnb parce que le prix des hébergements était vraiment très, très bas à Bernal. Quand je disais que c'était pas une ville encore très touristique, fait que c'était quand même assez facile de se booker une chambre. Notre charmante chambre, Leaking, à Bernal. Parce que des fois, ça fait du bien d'être à l'hôtel. Puis c'était vraiment pas cher. C'était 33 $ pour la nuit ici. Et on a une jolie vue en prime sur le monolithe de Bernal, qui est dans la brume ce matin, qui était dans la brume aussi hier soir quand on est arrivé. Puis aujourd'hui, on s'en va faire une petite randonnée. En fait, on peut monter jusqu'à peu près où je pense c'est vert, là. Et pour faire la randonnée, malheureusement, on peut pas monter jusqu'au sommet parce que c'est destiné uniquement aux gens qui le font en mode escalade. Notre petit déjeuner ce matin. Finalement, leur pain au fromage puis chocolat café qu'on a pris, ça ressemble à ça. C'est bon, mais c'est pas renversant. Dans le sens que c'est du pain. On pensait qu'elle allait être brioché, mais il n'est pas tant brioché. Plus du pain brun, tourné avec du fromage dedans. Du fromage qui est bon. Puis le dessus, ben, c'est sûr que ça, c'est bon. Là. Donc ça fait un bon pain, mais c'est pas à tomber ses genoux. Là. Après une charmante nuit dans notre Leaking, on est allé faire l'ascension du monolithe. On a fini l'ascension. C'était pas très long. Essoufflant, mais pas très long. C'était parfait. Puis, ouais, c'est ça. Tout le monde dit que ça rendait 2 heures. Mais je pense que ça a dû plus genre une demi-heure monter. Mais c'est vraiment chouette. Beau petit point de vue. Et c'est frais au sommet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on se rend dans les sources chaudes de Tolantongo. Et on plonge dans l'histoire précolombienne, dans les sites historiques de Tula et Teotihuacan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!